On va parler de la rouille. Oui, la rouille. Ce truc qu'on voit partout, sur les vieilles voitures, les barrières, les outils. C'est tellement banal qu'on n'y pense même plus. Et pourtant, derrière cette couleur brun-rouge se cache une véritable bataille chimique, une science fascinante. Allez, c'est parti, on plonge au cœur de ce combat invisible. On commence avec un chiffre et attention, il fait un peu tourner la tête. Chaque année, c'est entre 20 et 30% de tout l'acier produit dans le monde qui est tout simplement perdu. Il ne disparaît pas, non, il est dévoré par la corrosion. C'est juste une perte économique et matérielle gigantesque. Voilà les deux questions qui vont nous guider. D'abord, on va essayer de comprendre qui est vraiment cet ennemi. Et ensuite, on verra les stratégies, parfois super ingénieuses, que la science a mises au point pour le maîtriser. Bon, première étape, de quoi parle-t-on exactement? C'est quoi cette substance qui a l'air de tout fragiliser, de tout ronger sans faire de bruit? Et voilà la carte d'identité du coupable, l'oxyde de fer. Le problème, c'est que la rouille n'a absolument rien à voir avec le métal solide qu'elle remplace. Elle est friable, poreuse, bref, elle n'a aucune des qualités qui font la force du fer. C'est ça qui la rend si dangereuse pour tout ce qui est construit en métal. Et là, ça devient vraiment intéressant, parce que ce processus, l'oxydation, n'est pas toujours une mauvaise chose, bien au contraire. Pour certains métaux, comme le zinc ou l'aluminium, la petite couche d'oxyde qui se forme, on l'appelle parfois la rouille blanche, eh bien, elle agit comme un bouclier. Elle protège le reste du métal et stoppe la corrosion. Pas mal, non? Bon, maintenant accrochez-vous, on change complètement d'échelle. Pour vraiment piger le truc, il faut oublier les ponts et les voitures et zoomer, mais alors zoomer à fond, jusqu'au niveau des atomes. C'est là que le vrai drame se joue. La meilleure façon de se représenter la corrosion, c'est d'imaginer un vol, un braquage, mais à une échelle microscopique. C'est une image parfaite parce que c'est exactement ça qui se passe, un transfert, un vol de toutes petites particules. En chimie, ce vol a un nom officiel. C'est une réaction d'oxydoréduction, ou redox pour les intimes. C'est super simple en fait. C'est un transfert d'électrons. Il y a toujours un élément qui perd des électrons et un autre qui en gagne. L'un ne va jamais sans l'autre. Pour voir ce transfert en direct, il y a une expérience toute simple et assez magique. On prend un clou en fer, on le trempe dans une solution de sulfate de cuivre, qui est bien bleue, et là, quasi instantanément, le clou se couvre d'une fine couche couleur cuivre et le bleu de la solution commence à pâlir. C'est la preuve visible que des électrons ont été échangés. Alors, qui a fait quoi dans cette histoire? C'est simple. Le fer a perdu des électrons. Il a subi une oxydation, on dit que c'est le réducteur. Et en même temps, les ions de cuivre ont gagné ces électrons. Ils ont subi une réduction, on dit qu'ils sont l'oxydant. C'est un échange parfaitement équilibré, un vrai tango chimique. D'accord, donc il y a un échange d'électrons. Mais une question se pose. Qui décide? Pourquoi c'est le fer qui donne et le cuivre qui reçoit? En fait, ce n'est pas du tout le hasard. Il y a des règles, une sorte de hiérarchie bien établie dans le monde des métaux. C'est la question fondamentale. Parce que, et c'est ça qui est fou, si on faisait l'expérience inverse, si on mettait une tige de cuivre dans une solution de fer, il ne se passerait absolument rien. Rien du tout. Ça prouve bien que la réaction ne marche que dans un sens. Il y a un ordre des choses. Et la réponse, elle est là, dans ce tableau. C'est la classification électrochimique. On peut voir ça comme un classement de puissance, un ranking. En haut, on a les oxydants les plus forts, ceux qui veulent le plus voler des électrons. Et de l'autre côté, plus l'on descend, plus on a les réducteurs les plus forts, les plus généreux en électrons. Alors, pour s'y retrouver dans ce tableau et savoir tout de suite si une réaction va se produire, il y a une astuce visuelle, un petit truc mnémotechnique génial, la règle du gamma. Franchement, c'est d'une simplicité désarmante. On repère nos deux participants, l'oxydant, disons les ions cuivre, et le réducteur, le fer. Si l'oxydant est placé plus haut dans le classement que le réducteur, alors on peut tracer une sorte de lettre gamma pour les relier. Et si on peut tracer ce gamma, eh bien la réaction se produit tout simplement. C'est direct, visuel et ça marche à tous les coups. Bon, maintenant qu'on a un peu piraté le système, qu'on a compris les règles de cette bataille atomique, revenons dans le monde réel. Comment on se sert de tout ça pour protéger nos objets en métal? C'est ça, le point clé. Une fois qu'on a compris comment le vol d'électrons fonctionne, on a le pouvoir d'intervenir. On peut soit mettre des bâtons dans les roues pour l'empêcher, soit, et c'est encore plus malin, le détourner à notre avantage. Alors, il existe tout un arsenal. Le plus simple, évidemment, c'est de créer une barrière, comme une couche de peinture. On peut aussi faire des traitements chimiques plus complexes, ou encore utiliser une méthode vraiment astucieuse, celle de l'anode sacrificielle. Cette phrase, elle résume l'une des idées les plus brillantes dans la lutte contre la rouille. L'idée, ce n'est plus de se défendre, c'est de contre-attaquer. On va donner à la corrosion une autre cible, une victime volontaire qui va se sacrifier à la place du métal qu'on veut protéger. Et c'est exactement le principe de l'acier galvanisé.
On prend de l'acier, qui est surtout du fer, et on le recouvre d'une fine couche de zinc. Si on se souvient de notre classement, le zinc est un bien meilleur donneur d'électrons que le fer. Du coup, quand les conditions sont réunies pour que la corrosion attaque, eh bien c'est le zinc qui va réagir en premier. C'est lui qui va donner ses électrons, c'est lui qui va s'oxyder. Il se sacrifie, littéralement, pour que l'acier en dessous reste intact. Et voilà où on voulait en venir. La science de la rouille, ce n'est pas juste observer passivement un truc qui se dégrade. Non, c'est comprendre les règles d'un jeu complexe pour pouvoir ensuite tricher en notre faveur et décider à l'avance qui sera le gagnant de cette bataille chimique. Alors maintenant, la prochaine fois que l'on verra un pont fraîchement repeint ou un simple seau en métal galvanisé, on pourra y voir un peu plus qu'un objet. On pourra y déceler une stratégie, la preuve d'une victoire silencieuse remportée dans cette guerre atomique qui se joue partout, tout le temps. De quoi regarder le monde un peu différemment.